Bonjour à tous et à toutes. On va désormais parler de l'anatomie du plan médial sur le plan ligamentaire. Donc commençons par l'anatomie. Finalement, quand on regarde l'anatomie, il est intéressant de s'intéresser à différentes couches parce que dans chaque couche, on va retrouver des ligaments différents. Première couche, la superficielle, où on va retrouver le rétinaculum médial, puis on va plonger sur la couche intermédiaire, on retrouvera le fameux ligament fémoro-patellaire médial, le MPFL. Puis un deuxième ligament un peu moins connu, le ligament patello-tibial médial, puis sur la couche la plus profonde, le ligament patello-méniscal médial, le MPML. Donc finalement, nous avons ces trois ligaments, le MPFL, le MPTL et le MPML, que nous allons revoir en détail. Alors commençons par le MPFL, le plus connu d'entre tous. La longueur est entre 35 et 70 mm de longueur, une largeur de 5 à 30 mm, une épaisseur qui est non spécifiée dans les études. Lorsqu'on regarde son insertion patellaire sur le bord médial de la patella, une insertion qui est assez large et qui fait, entre guillemets, qui est à la moitié sur le bord supérieur de la patella. Très récemment a été décrit un autre tendon, un autre ligament qui vient finalement s'insérer sur le bord médial du tendon quadricipital qui est nommé le medial quadriceps tendon femoral ligament. Ce tendon qui va finalement faire une insertion commune avec le MPFL et va expliquer un petit peu les variations anatomiques que l'on peut retrouver chez nos patients. Cette réunion du MPFL et du MQTFL est nommée désormais le médial patellofémoral complexe. Lorsqu'on regarde l'insertion fémorale du MPFL, elle n'est pas simple, on parle plutôt de nuage plutôt que d'un point spécifique. On retrouve même un pôle proximal, un pôle distal et un barycentre. Finalement, il y a dans la littérature de nombreuses descriptions anatomiques de ce point qui sont loin d'être unanimes. Il y a même des revues systématiques de son anatomie, pour vous dire. Et lorsqu'on regarde un petit peu les résultats de cette revue systématique, finalement, la plupart des auteurs s'accordent à le retrouver sur une ligne entre le tubercule de l'adducteur et l'épicondyle fémoral médial, en étant un tout petit peu plus proche de l'épicondyle. Finalement, lorsqu'on va le refaire au bloc opératoire, on manque toujours un petit peu de repères et la première façon de finalement trouver ce point d'insertion fémorale, ça va être de faire appel à des radiographies, à de la fluoroscopie et les Schottel avaient décrit des repères anatomiques qui sont toujours encore utilisés avec la ligne corticale postérieure, l'épicondyle fémoral médial et la ligne de Blumenset. Une autre façon de faire va être d'utiliser finalement un concept de l'anésométrie favorable qui avait été décrit par Mathieu Tonat, qui est l'idée de se dire que le ligament il ne va pas avoir la même longueur tout au long du range of motion et on va avoir un ligament qu'il faut avoir une tension maximale entre 0 et 30 degrés de flexion lorsqu'il va s'engager dans la trochlée. Alors pour ça, au bloc opératoire, on peut repérer le point qui nous paraît le plus isométrique et le tester facilement avec deux broches et un fil de suture. Le deuxième ligament est le MPTL. Le MPTL va avoir une insertion commune avec le MPML, donc on va parler tout à l'heure, sur le pôle inférieur de la patella, une surface moyenne de 27 mm². Au niveau de sa course ligamentaire, il est plutôt fin, une couche, et il vient s'insérer sur une proéminence osseuse qui est décrite comme la tubérosité tibiale médiale. Dernier ligament, le MPML. Le MPML va avoir la même insertion commune que le MPTL, à la différence que son trajet ligamentaire est très proche et adhérent à la capsule médiale et plutôt un corps qui ressemble à une corde. Il vient se terminer sur le segment antérieur du ménisque médial. Maintenant que nous avons parlé d'anatomie, quelques notions de biomécanique. Tout d'abord, la résistance à la rupture. Finalement, toutes les études biomécaniques, elles montrent que le MPFL et le MPTL, ils ont des résistances tout à fait comparables en termes de résistance à la rupture et de raideur, tandis que le MPML a des résistances moins élevées. La plupart des ruptures se font en intraligamentaire et non sur les insertions osseuses. Et finalement, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'un gracilis suffit largement pour pouvoir les reconstruire.
Lorsqu'on regarde maintenant le fonctionnement biomécanique, on se rend compte qu'on peut différencier les stabilisateurs proximaux des stabilisateurs distaux. Dans les stabilisateurs proximaux, le MPFL et le MQTFL, ils vont jouer à peu près 50 à 60% du rôle de frein à la translation latérale, tandis que les stabilisateurs distaux, que sont le MPTL et le MPML, on sera plutôt autour de 20 à 40%. Lorsqu'on regarde maintenant ce fonctionnement biomécanique en fonction des angles, parce que c'est nous ce qui va nous intéresser chirurgiens pour savoir à quel degré il va falloir fixer ces plasties, le MPFL va jouer dans les 30 premiers degrés de flexion, tandis que le MPTL et le MPML, ils sont importants à deux moments clés du range of motion, sur l'extension terminale en contrecarrant les contractions du quadriceps, et sur les flexions plus importantes, autour de 90 degrés de flexion, ils vont contrôler la translation latérale, la bascule patellaire et la rotation de la patella. Donc en conclusion, il est important de connaître l'anatomie parce que si on veut refaire une reconstruction ligamentaire, c'est impératif de les positionner au bon endroit. Il faut différencier les stabilisateurs proximaux, le MPFL et le MQTFL, des stabilisateurs distaux, que sont le MPTL et le MPML. Les indications resteront à définir pour la reconstruction de ces différents ligaments. En termes de biomécanique, les stabilisateurs proximaux, notamment le MPFL, a des résistances supérieures à ceux des distaux. Nous avons une résistance à la rupture qui satisfait tout à fait au cahier des charges du Gracilis. Pour le MPFL, il faudra tendre votre greffe pour qu'elle soit effective entre 0 et 30 degrés de flexion. Si vous vous lancez sur des plasties de MPTL, il faudra faire en sorte que cette greffe soit effective à 0 et à 90 degrés de flexion. Je vous remercie pour votre attention.